Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur le fonctionnement d'un grand programme de base de connaissances, un commun qui nous veut du bien et qui s'appuie de plus en plus sur des solutions d'IA pour faciliter son fonctionnement et sa mise en qualité. Aujourd'hui, on parle d'Open Food Facts. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique et aujourd'hui collaboratif. Cause Commune 80.1 FM. Et vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs justement, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur nos apps mobiles. Vous nous écoutez aussi sur la bande FM 93.1 et le DAB+, sur toute la France. Et puis vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Merci monsieur Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté et de nous produire de si beaux outils. Un jour, on fera une émission Parlez-moi d'IA sur tous les outils que Olivier nous construit à la radio et où il utilise parfois et même un peu beaucoup de l'IA. Chers auditorices, nous avançons grâce à vous et grâce à votre grand pouvoir, celui du partage et du like. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et partageant notre émission. Nous adorons aussi vous lire dans les commentaires de Spotify, de Apple Podcast, de LinkedIn. C'est notre seule récompense et ça nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Comme vous le savez, ici, à Parlez-moi d'IA, nous cherchons à cerner quelles sont les conditions et les possibilités pour la mise en œuvre d'une IA d'intérêt général. Pour mettre en œuvre des solutions d'IA d'intérêt général, il faut d'abord que le projet qui va utiliser ces solutions soit utile et porteur d'un grand objectif au service de tous. Avec Open Food Facts aujourd'hui, programme que nous allons découvrir et ou redécouvrir pour certains aussi, c'est bien le cas. C'est bien le cas d'un programme qui a un grand objectif. L'équipe d'Open Food Facts s'est donné comme mission de mieux informer le consommateur sur les produits qu'il consomme, tout simplement. Mais c'est essentiel. Pour réaliser cette prouesse, il faut constituer avec les producteurs, mais surtout avec les contributeurs bénévoles, d'immenses bases de données et de connaissances, être capable de les fiabiliser et enfin de les restituer de manière claire aux utilisateurs de leur app mobile et des consultations. Et pour aider dans toutes ces tâches, on peut désormais être largement accompagné par des solutions d'IA parfois complexes. Bon, cela ne fait pas peur à notre invité. Au cœur du réacteur IA d'Open Food Facts, développeur, peut-être beaucoup plus que ça, facilitateur des solutions. Bonjour, Raphaël Bournonesque. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Allez, je vous mets à l'image parce que du coup, j'ai quand même la vidéo qui doit être... Voilà. Et donc, merci d'être avec nous en studio, dans le studio de Cause Commune. Alors, parlez-moi d'IA, Raphaël. Mais avant ça, peut-être quand même nous présenter un peu Open Food Facts, qui est à l'origine de cette idée bizarre de vouloir mettre des produits alimentaires du commerce dans une base de données. Et finalement, à quoi ça sert ? Alors, le créateur du projet Open Food Facts, c'est Stéphane Gigandet, qui en fait est développeur et qui en 2012... n'arrivait pas à trouver des données qu'il puisse réutiliser, qui soient ouvertes sur les produits alimentaires. En fait, à l'époque, ça n'existait pas, Yuka n'existait pas. Et il s'est lancé dans la tâche qui semblait un peu folle à l'époque, de construire en fait une base de données qui puisse être réutilisablement utilisée par tous. Donc de mettre les données aussi en open source. Et la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet crowdsourcé. Donc en fait, c'est des utilisateurs, des contributeurs, des bénévoles qui sont venus prendre en photo les produits alimentaires et les ajouter sur la base, ainsi que taper la liste d'ingrédients, les informations nutritionnelles, de manière complètement manuelle initialement. Et c'est comme ça que la base a grandi. On va évoquer la question tout de suite parce que souvent on peut confondre Open Food Facts et Yuka. C'est quoi le lien passé ou présent entre les deux parce que Yuka est très connu. Alors que c'est pas forcément le premier à avoir mis de l'énergie dans cette tâche. Et on connaît moins bien Open Food Facts. C'est quoi le lien entre les deux ?
Alors, le projet Open Food Facts a commencé plus tôt, donc en 2012, Yuka est arrivé quelques années plus tard et ils ont, dès le début du projet, réutilisé notre base Oui. justement pour s'appuyer sur les quelques dizaines de milliers de produits qu'on avait déjà en France. Yuka a grossi en fait en termes de notoriété est devenu en effet beaucoup plus gros et quelques années plus tard ils ont décidé de garder leur base pour eux. Ouais. C'est-à-dire de plus utiliser la nôtre, Ouais. mais on garde encore de très bons contacts avec eux. On a le projet du Green Score qui est en commun, donc D'accord. sur l'affichage environnemental, et ils continuent à nous reverser une partie des données qu'ils récoltent également. C'est ça, ils continuent à jouer le jeu. On va voir comment de la donnée partagée entre acteurs Ouais. de ce sujet. Ouais, la totalité de leur base est pas publiée, mais en tout cas, ils continuent de nous en envoyer une partie en effet. D'accord. Alors, c'est quoi du coup l'idée effectivement de mieux connaître la composition alimentaire, enfin la composition des aliments, ça sert à quoi et pourquoi tout d'un coup se cibler sur ce sujet ? Parce que la transparence en termes de composition nutritionnelle ou d'ingrédients des produits alimentaires, ça permet déjà de savoir ce qu'on mange en fait. Ouais. Puisque sans ça, souvent la plupart des gens n'ont pas les compétences nécessaires pour venir analyser la qualité nutritionnelle d'un produit alimentaire ou pour se dire tiens là potentiellement la composition n'est pas assez bonne et ils ont besoin en fait d'une analyse qui soit un petit peu plus experte et c'est ce qu'on propose notamment à Open Food Facts via 2 scores. Donc le Nutri-Score qu'on a été le premier à mettre en place en fait. Ouais, c'est vous qui êtes un peu à l'initiative de ce Nutri-Score et de sa notoriété. Je dirais pas qu'on est à l'initiative du Nutri-Score, non, c'est l'ERN, donc il y a une équipe de recherche avec Serge Arkberg qui a développé donc ce Nutri-Score. Et nous, on a participé à notre échelle, je pense à la notoriété du Nutri-Score en étant les premiers à le calculer sur donc plusieurs millions de produits à l'époque. C'est ça. Donc vous faites la médiation entre l'étiquette du produit et la compréhension que le consommateur peut avoir de cette étiquette en essayant de lui expliquer finalement qu'est-ce qu'il a devant les yeux en termes d'ingrédients et de capacité nutritionnelle. Vous parliez d'un deuxième score potentiel après le Nutri-Score ? Oui, les groupes Nova en fait qui a été proposé par un chercheur brésilien en santé publique et qui permet en fait de classifier les aliments en 4 groupes différents dont le dernier c'est les aliments ultra transformés. Donc là aussi, ça permet de savoir est-ce que ce qu'on mange est ultra transformé ou non. D'accord. Il y a aussi, j'ai cru voir dans l'application, un score éco-responsable du produit. Oui, il y a un score d'affichage environnemental, donc qui est le Green Score, qui permet. Donc ça s'est fait selon en lien un peu avec l'ADEME, puisque l'ADEME a publié une base qui s'appelle l'Agribalis, qui permet de quantifier quel est l'impact en fait sur l'environnement d'un grand nombre de catégories d'aliments, et on se base sur ce score-là pour donc calculer le Green Score, donc qui est un score environnemental, pour savoir c'est quoi l'impact sur l'environnement à tous les niveaux des aliments qu'on consomme. Et tout ça, on y a accès via une application. Oui, exactement, l'application Open Food Facts. Et qui peut être téléchargée aussi bien sur Android que sur iPhone ? Ah oui. D'accord. Et donc l'utilisateur, un peu finalement, c'est aussi le principe bien connu, plus connu en tout cas de Yuka, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a une application, on vient dans son magasin avec l'application, on scanne le code barre de l'aliment et apparaît du coup toutes les informations qu'on vient d'évoquer. Oui, exactement. Très bien. Donc on va inviter déjà nos auditeurs à aussi, s'ils sont déjà utilisateurs de quelque chose du même type, d'aller chercher l'application Open Food Facts, et puis s'ils le font pas encore, d'essayer, parce que en fait c'est quand même hyper intéressant. Vous diriez que vous avez déjà une grande majorité des produits de grande consommation en France ? En France, oui, très clairement, on arrive à saturation. En fait, on le voit avec l'évolution du nombre de produits en fonction du temps. Dans beaucoup de pays où on a peu de données, la courbe est assez exponentielle. Et là, on a atteint un plateau complet en France. Donc, il y a toujours des nouveaux produits qui sortent. Donc, bien sûr. On a toujours des ajouts, mais on a la très très grande majorité des produits. Et du coup, vous l'évoquiez, c'est pas qu'un produit français, c'est pas qu'un projet français, c'est un projet qui s'est internationalisé aussi. Oui, alors en fait, Open Food Facts, c'est une association loi 1901, donc qui est basée en France, mais le projet, dès le début, est international, donc c'est possible de venir contribuer dans tous les pays. En fait, on a des données produits dans tous les pays, même si bien sûr, il y a des grandes différences en termes de nombre de produits. Ça, c'est grâce à l'identifiant code barre
des produits qui est international lui aussi, c'est ça, qui est une bonne clé internationale d'entrée dans ces différents produits? Oui, en fait, c'est un organisme qui s'appelle GS1 qui gère les codes barres au niveau mondial Ouais. et oui, l'identifiant est unique, mais sachant que potentiellement, c'est pas les mêmes produits. Ils auront potentiellement soit le même code barre, soit des codes barres différents voilà. D'accord, il y a des subtilités quand même autour du code barre. Aussi, ouais. D'accord. Et donc, aujourd'hui, l'association, vous l'avez dit, c'est 1901. Vous êtes combien alors, en permanent, en bénévole, en contributeur? Alors en permanent, on est une équipe permanente de 8 personnes. Ouais. En bénévole, c'est difficile à quantifier parce que C'est mouvant. Ouais, et surtout, tous les bénévoles, loin de là, ne vont pas venir adhérer à l'association. Ouais. En fait, on a beaucoup de bénévoles qui font par exemple de la traduction, qui font des ajouts sur les taxonomies. Donc, c'est la base sur laquelle on structure l'information Open Food Facts, qui font également, par exemple, du développement informatique, du contenu. Et ça, c'est difficile d'estimer de manière précise, mais on est à plusieurs centaines de bénévoles en effet. Et contributeurs du coup? Ah, contributeurs, c'est beaucoup plus pour le coup. J'ai pas le chiffre en tête. C'est des milliers quoi. Oui, ça c'est sûr. Alors, donc ces données, on peut être utilisateur basique, c'est-à-dire que j'ai l'application, je scanne, on me donne l'information sur le produit, et je peux être utilisateur basique et contributeur, c'est-à-dire que je viens, tout d'un coup je scanne un produit et qu'il n'est pas dans la base, on me dit mais est-ce que vous voudriez pas potentiellement le rentrer dans la base et nous donner quelques informations sur ces éléments-là? Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est une base collaborative, donc en fait, c'est basé sur la bonne volonté aussi des contributeurs à venir, nous aider à envoyer des photos, à actualiser la donnée aussi, parce qu'on a une problématique forte d'actualisation de données. Des fois, il y a les recettes changent en fonction du temps, les ingrédients changent, la nutrition change. Donc en fait, même si on a une information, ça se trouve, elle est plus bonne. Donc en fait, on a besoin d'avoir un flux permanent de données pour justement venir enrichir et mettre à jour la base. On va y revenir juste après sur le processus du contributeur, mais vous disiez donc il y a une photo, on prend la photo des ingrédients, j'imagine, on peut rentrer des informations complémentaires qui sont demandées par l'application. On va y revenir. Et du coup, cette donnée, une fois qu'elle est enregistrée, pour une partie des données, elle est disponible sous une licence spéciale Open Data. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il faut être vraiment ouvert le plus possible, c'est quoi le principe d'une licence et quelle est la licence qui est utilisée pour Open Food Facts? Alors le principe d'une licence, en fait, ça va venir régir les conditions d'accès, de modification et d'attribution en fait des données qu'on publie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une œuvre, en général, est mise sous une certaine licence, les gens qui réutilisent cette œuvre, donc que ça soit du code, que ça soit des images, que ça soit des données, sont obligés de respecter la licence, ou sinon il y a des risques légaux pour eux. Et en l'occurrence, la licence de Open Food Facts? La licence d'Open Food Facts, c'est donc ODBL, qui est une licence spécifique donc pour les données, qui est utilisée pour les images. On est en Creative Commons. J'ai une petite affection particulière pour ODBL, parce que c'est aussi celle de OpenStreetMap. Exactement. Et c'est aussi celle de quelques projets Open Data de collectivités territoriales en France. Et elle a pas été forcément bien compris tout de suite, mais je crois qu'aujourd'hui elle a un bon effet en fait d'entraînement pour justement créer du commun et du commun contributif. Donc je l'aime beaucoup moi cette licence. C'est pour ça que je voulais aussi la proposer. Alors vous avez commencé par les produits alimentaires, mais aujourd'hui Open Food Facts globalement c'est aussi d'autres projets. Ouais, exactement. En fait, ça a commencé un peu comme 1er avril, en fait, en mode tiens, on lance un nouveau projet sur tout ce qui est cosmétique ou tout ce qui est nourriture pour animaux de compagnie. Et en fait, finalement, on a eu plusieurs projets qui se sont lancés. Donc, Open Beauty Fact pour tout ce qui est produits cosmétiques, Open Pet Food Facts pour la nourriture pour les animaux, et Open Products Fact pour en fait tout ce qui va pas dans les autres projets, qui sont les produits en général. Ouais, c'est assez dingue. Ce dernier projet Open Product Fact, c'est vraiment, c'est l'idée que dans une catégorie d'objets et de produits, vous essayez d'avoir l'exhaustivité finalement des informations sur tous les produits existants dans cette catégorie.
Ouais, exactement. Donc c'est infini en fait. Et sur le challenge là aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter comme information qui soit pertinente sur ces projets-là, parce que on a une telle diversité derrière que c'est pas forcément évident, mais on a commencé à trouver quelques cas d'usage intéressants. Ouais, ça prend bien. Ouais, bah surtout que là en fait on les a intégrés, on a un support natif de tous ces projets sur l'application Open Food Facts, qui n'était pas le cas avant. Donc en fait on voit notre volume, le volume de produits disponibles sur les autres projets qui sont pas de la nourriture vraiment augmenter très fortement. Oui, toutes ces nouvelles catégories sont aussi accessibles via la même application. Exactement. Très bien. Et puis il y a aussi Open Price. Oui, donc ça c'est le petit nouveau, c'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans et demi. L'idée c'était de se dire en fait aujourd'hui l'information sur les prix des produits alimentaires, et d'ailleurs pas que alimentaires, elle est pas très transparente et pas très ouverte. En fait on peut difficilement comparer les prix d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, même d'un magasin à l'autre, et en fait on se dit en fait ce qu'on a fait sur la nourriture, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas sur les prix? Et pourtant, il y a une application, non? Enfin, il y a une base de données nationale régie par l'État, non, sur ces éléments-là. Souvent, les distributeurs s'en font l'écho en disant allez voir sur l'application machin, et vous verrez qu'on est les moins chers. Il y a certains distributeurs qui font leur propre application, qui font de la pub, qui permettent de dire que nous sommes les moins chers, mais par contre ils se basent pas sur des données qui sont ouvertes, ils se basent sur leur propre relevé de prix, ou potentiellement du scrapping, donc c'est-à-dire le fait d'aller venir récupérer des prix sur les shops des concurrents. Donc vous pourriez devenir cet intermédiaire neutre de la relève de prix de consommation à différents endroits du territoire sur le même produit en fait. Bah, c'est notre but en tout cas, et il y a aussi l'INSEE pour le coup qui a sa propre base, mais là les conditions légales sont très strictes. En fait c'est uniquement pour venir mesurer l'inflation. Donc il y a un panier en fait, non? Oui, il y a un panier, et de ce que j'ai compris, il y a une partie des données qui est reversée directement des distributeurs à l'INSEE, et donc c'est fermement encadré par la loi, ils peuvent pas redistribuer les données. D'accord. Donc voilà, nous on est parti d'une page blanche, on s'est dit on va faire du crowdsourcing comme ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'il y a plein de problématiques légales, notamment aller récupérer les prix sur les sites internet. Donc on s'est dit on va au magasin, on prend des photos, des étiquettes, et on prend des photos aussi des tickets de caisse pour les gens qui demandent leur ticket de caisse, et ça nous permet d'enrichir cette base. Alors justement, du coup là, c'est là où l'IA intervient. Donc il y a plein de modalités de crowdsourcing, donc de la foule qui contribue, qui vient emmener de manière collaborative des informations et des données dans la base, et c'est là où vous vous êtes dit l'IA va pouvoir nous aider quand même, parce que face à la montagne de choses qu'on va recevoir, on va pas pouvoir tout faire à la main en intégration dans la base. C'est quoi donc si on devait prendre un peu les grands workflows d'intégration de la donnée dans votre base, et qui à un moment donné rencontre une solution IA pour vous aider? Je vais me concentrer sur tout ce qui est nourriture. On pourra revenir côté prix un peu plus tard, parce que c'est des workflows qui sont en effet très différents du reste. Donc pour tout ce qui est Open Food Facts, ce qui est important pour nous, c'est le calcul des scores. Parce que c'est ça que les utilisateurs recherchent, c'est finalement un peu la finalité de l'application. Donc on a déjà besoin d'avoir la catégorie, parce que c'est ça, en fonction de la catégorie, le Nutri-Score est pas forcément le même. Donc on a un modèle qui permet en fonction des différentes informations qui sont sur le produit, de le classifier. On a plus de 5000 catégories sur Open Food Facts, et donc de savoir de manière précise quelle est cette catégorie. Ça c'est pas forcément de l'IA générative, c'est de l'IA de classification justement. Oui, exactement. Pour l'instant, on a des modèles de classification qui sont assez classiques, qui prennent en entrée par exemple le nom du produit, les informations nutritionnelles, la liste d'ingrédients, et les photos aussi. À partir de ça, va prédire une des catégories. Donc c'est pour le coup des petits modèles qui tournent très vite, c'est ça l'avantage. Frugo. On peut dire que c'est frugo, ouais. D'accord. Et typiquement, commençons à aborder les aspects un peu techniques. C'est pour faire cette catégorisation, vous utilisez quoi comme modèle? C'est un modèle bâti de zéro en fait, c'est juste un réseau de neurones qu'on a développé à la main, ouais. Et que du coup vous avez entraîné. Oui, sur les données déjà d'Open Food Facts, les produits qui étaient déjà classifiés. D'accord. Et il y avait suffisamment de produits pour arriver qui étaient étiquetés, donc qui étaient compris par l'algorithme pour qu'ils puissent ensuite être autonomes dans sa classification. Oui, là on avait 500 000 produits bien catégorisés, donc ça va aller. D'accord, ça c'est le premier, c'est la catégorisation. Est-ce qu'il y a d'autres workflows IA à certains moments
développement de la contribution. Oui, donc il y a l'extraction des informations nutritionnelles. Ouais. Donc ça, c'est un projet qu'on a pu développer justement grâce à une aide de la Commission européenne donc l'année dernière. Qui vient donc prend en entrée une image où il y a potentiellement un tableau nutritionnel et qui vient extraire chacune des valeurs pour qu'on puisse proposer à l'utilisateur de venir remplir le tableau de manière automatique. Donc on fait une belle photo du tableau et comme Belle on a... ou pas belle d'ailleurs. Ou pas belle, ou moins belle, d'accord, si vous arrivez à le gérer le moins beau. Et du coup, avec la catégorie et les éléments nutritionnels, c'est là où on commence à calculer un score, c'est ça ? Oui, la catégorie et la nutrition, sur la version 1 du Nutri-Score, c'était suffisant pour calculer le Nutri-Score, et maintenant sur la VR2, les ingrédients sont aussi nécessaires. D'accord. Et oui, d'ailleurs, on a un autre modèle pour le coup qui permet aussi d'avoir une photo en entrée, et s'il y a une liste d'ingrédients, ça détecte donc cette liste d'ingrédients ainsi que la langue associée. Ah oui, d'accord. Et donc tout ça, alors pour le coup là, on est plutôt passé côté computer vision, donc plutôt algorithme qui fait de la reconnaissance d'image et qui fait de l'OCR. Comment ça, c'est ça ? C'est des modèles mixtes en fait. Là, on utilise des modèles du type Layout LM où en fait ça vient prendre en entrée une image et donc l'OCR qui est en fait tout le texte extrait de cette image et avec les positions de chacun des mots, et ça vient ensuite prédire sur chacun des mots. Est-ce que ça c'est une valeur, la valeur qui correspond au nombre de kilocalories pour 100 grammes par exemple, ou est-ce que ça correspond plutôt à un mot qui n'a rien à voir sur l'image. D'accord. Et ça, pareil, est-ce que c'est développé en interne, ouais, exactement. D'accord. Et donc pareil, avec toute la base de connaissances initiale, capacité à entraîner, à vérifier que ça a bien compris, et du coup, beaucoup de phases de test, j'imagine, au départ. C'est un petit peu différent pour ces modèles-là, parce que on n'a pas la manière d'annoter était un petit peu différente, donc en fait, il a fallu les annoter à la main. Donc il y a eu plus de 3000 images de tableaux nutritionnels par une équipe d'annotateurs qui ont été, ou à la main, ils ont dit tiens, ce mot-là, voilà à quoi ça correspond. D'accord. Ça c'est les valeurs nutritionnelles, ça c'est telle valeur nutritionnelle, etc. Et ça, du coup, les annotateurs, c'était quoi, parmi les contributeurs, Non, vu que c'était un projet financé, on était avec des gens formés. Ouais, exactement, avec des gens dont c'était le métier directement. D'accord. Et puis donc du coup, on continue. Hein, dites-nous au fur et à mesure les différents. Parce que c'est quand même magique ce que vous avez réussi à faire, c'est-à-dire que à vous simplifier la vie, à mettre en qualité. Et là, on est sur un usage vraiment d'IA qui va produire un commun. Encore une fois, je remets un peu en perspective, mais c'est un projet qui va produire un commun qui est utilisé par beaucoup. On reviendra sur les différentes réutilisations derrière des données d'Open Food Fact, mais derrière vous allez puiser des petites ou des grandes solutions d'IA pour vous aider. Donc c'est quand même vraiment, je trouve, très vertueux, et on est vraiment là dans une optique, celle qu'on recherche finalement, celle que je disais en introduction, l'IA d'intérêt général. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup comme solution utilisée en IA ? Oui, donc je parlais un petit peu des ingrédients. Après, on a des modèles qui viennent là où c'est plus computer vision, qui viennent détecter les différents logos qui sont présents, du type le label bio, le label rouge par exemple, l'IGP. Bien sûr. Et ensuite, on a une phase de classification. On va dire tiens, ça c'est ce logo qui a été détecté, c'est tel logo. Donc c'est en 2 étapes que ça se fait. Et ça a été mis en place dans les années 2022. J'en souviens bien. D'accord. Donc on a plein de petites briques et des briques aussi beaucoup plus simples basées sur l'OCR où directement on vient de texter certaines chaînes de texte qui correspondent de manière systématique à par exemple certaines marques ou certains magasins ou au poids du produit par exemple. Ok. Et donc vous utilisez, il y a beaucoup de choses que vous avez développées vous-même finalement dans la classification, dans la reconnaissance. En fait, on a tout développé nous-mêmes en pratique. Vous n'utilisez pas du tout à l'heure actuelle de modèles qui seraient des modèles d'IA générative ou des modèles plus grand public, plus connus maintenant alors dans la boîte à outils sur le projet Open Prices pour le coup. Voilà. On a sur ce projet-là, donc en 2 mots, quand une personne prend une photo en magasin, on vient détecter chacune des petites étiquettes sur lesquelles il y a écrit le prix. Et donc il y a le prix et le code barre. Donc en fait c'est tout ce qu'il nous faut avec le magasin et la date pour faire la liaison exactement. Et on utilise actuellement Gemini qui permet d'extraire à partir de cette étiquette les informations. D'accord. Donc oui, on utilise aussi de l'IA générative. Et pourquoi Gemini du coup, par curiosité? On est soutenu par Google aussi qui nous donne des crédits. Donc en fait tout D'accord, simplement vous êtes dans le programme philanthropique de Google sur ces sujets-là. On a été soutenu par Google Org aussi il y a quelques années en 2022 pour développer le Green Score. Donc voilà. Ok.
Et vous avez utilisé d'autres modèles que les modèles type Gemini pour ce genre de choses ou pas du tout pour l'instant? Vous êtes allé il y avait une proposition, vous êtes allé dans la proposition. On a utilisé aussi GPT 3.5, donc en fait le modèle qui avait l'année dernière notamment sur ChatGPT, sur l'interface, pour faire de la préannotation. Ça nous a aidé sur le modèle qui permet de détecter les ingrédients. D'accord. Donc en fait, au lieu de dire on a le texte et on sélectionne la liste d'ingrédients de manière manuelle, on annote, là on a demandé à ChatGPT de le faire à notre place, avec aussi toute une phase de post-qualité qui permet de vérifier que les annotations étaient correctes, de potentiellement filtrer des annotations mauvaises, et ça nous a fait gagner beaucoup de temps, quoi. Donc une IA qui vérifie le travail de l'autre IA, c'est ça un peu Non, on l'a vérifié. C'était pas une IA qui a fait cette vérification, pour le coup c'était moi-même, mais il y a certaines heuristiques qu'on peut utiliser pour dire tiens, là potentiellement si par exemple la liste d'ingrédients est trop courte, c'est potentiellement, si ça fait 4 caractères, c'est probablement une erreur. Donc on peut avoir plein de petites règles comme ça qui nous permet de venir détecter des éléments potentiellement problématiques et ensuite de venir soit les corriger à la main, soit de bazarder la notation complètement. Et question pareille, un peu de principe et puis du coup de faiseur, parce que voilà, vous êtes les mains dedans et c'est hyper intéressant d'avoir votre témoignage. Est-ce que vous pensez que sur ce type d'usage, les modèles dits open source seraient en capacité d'avoir la même qualité que ce que vous retrouvez avec un Gemini ou un ChatGPT 3.5, ou c'est encore un peu de ce que vous avez testé, ça reste encore un peu limité et avec des erreurs un peu trop grandes pour honnêtement, faut être honnête, hein. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être eu une réponse différente, mais là, les modèles open source ont franchi un palier supplémentaire. Les derniers modèles de Qwen, par exemple, les Qwen 3VL, sont franchement très très bons. On est justement en train de faire une évaluation un peu, de mettre en place des outils qui permettent d'évaluer de manière exhaustive et très carrée les différents modèles pour savoir, au lieu de faire quelques tests qui se disent tiens, je pense que ce modèle il est un peu meilleur, avoir des vraies métriques et pouvoir le faire de manière rigoureuse. Et donc ça c'est encore en cours de développement. Mais c'est une bonne nouvelle que vous nous donnez là quand même, avec une perspective où on pourra avoir plus de choix finalement que aussi les grands modèles donnés par les grands acteurs. C'est ce que j'entends en tout cas, ou ce que je veux entendre. Non, mais c'est en effet, c'est complètement utilisable aujourd'hui d'utiliser des modèles qui en plus sont beaucoup plus petits en fait, parce que on peut. Et donc plus frugaux et peut-être plus en capacité pour vous d'être hébergés sur des choses plus simples. Oui, exactement. Sachant que même des modèles petits, c'est pas forcément c'est petit pour un LLM, mais ça reste un challenge de l'héberger parce que il faut quand même un GPU avec suffisamment qui tourne un peu. Quoi. Ouais, complètement. On n'a pas trop parlé de votre infrastructure, mais j'imagine que sur ces modèles que vous avez développés vous-même, c'est des choses que vous hébergez aussi, en tout cas en mode SaaS vous-même. On héberge ça sur nos propres serveurs. Écoutez, on arrive déjà à la fin de l'émission. Pour conclure, c'est quoi les grandes perspectives finalement d'Open Food Fact, en lien bien sûr, parce qu'on est là pour ça, mais avec l'IA, qu'est-ce que vous donnez comme prochain projet où Open Food Fact va utiliser, alors vous nous évoquiez en fait les tests avec des modèles open source, est-ce que vous avez d'autres choses en tête? Je pense c'est pour l'instant en fait il y a forcément une validation manuelle de manière systématique parce que les modèles qu'on utilise sont pas encore assez bons, en tout cas pas assez fiables. Et là l'idée c'est, vu les performances des nouveaux modèles tout intégrés, donc des LLM visuels, c'est en fait de réussir à en fait avoir c'était notre projet 3 photos et c'est tout, donc on prend juste 3 photos, tout est extrait, on a juste à valider, en fait il y a plus rien à taper, plus rien à faire, quoi. Et puis toutes les solutions IA se mettre en œuvre pour faire le travail et se vérifier elles-mêmes et puis être sûr que la fiabilité soit au rendez-vous. D'accord, super. Ça, ce serait l'idéal d'ici les quelques années à venir. Très bien. Et écoutez, c'est une belle perspective pour conclure. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu partager cette belle expérience d'usage d'IA pour un commun, pour l'intérêt général. Merci beaucoup.
Merci à vous. Et puis on invite du coup les auditeuristes à télécharger l'application et à venir soit l'utiliser, soit même à contribuer parce que c'est vraiment un joli projet et c'est un projet de commun pour le coup. Voilà, merci à vous chers auditeuristes. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. N'hésitez pas à partager Parlez-moi d'IA autour de vous. Tiens, à qui vous pourriez envoyer cette recommandation? À qui vous pourriez dire tiens, tu devrais écouter Parlez-moi d'IA. C'est une manière de nous récompenser aussi pour notre travail et puis ça propage les contenus un peu plus loin. Ça nous fait très plaisir de vous lire en commentaire sur Apple Podcast, Spotify et LinkedIn, alors n'hésitez pas. Allez, restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.